Vous êtes bien sûr France 24 et c'est votre rendez-vous avec le Journal de l'Afrique. Tout de suite, les titres. Top départ pour la campagne électorale des législatives au Sénégal. Plus de 40 listes en compétition pour les 165 sièges à pourvoir. Analyse des enjeux politiques dans ce journal. Un sommet du Commonwealth houleux sous fond de débat sur l'héritage de l'esclavage de l'Empire britannique. Les 56 membres réclament justice et réparation. Des mangroves pour sauver Freetown de la montée des eaux. La Sierra Leone lance un programme de reboisement pour lutter contre l'avancée de la mer. La campagne électorale a donc commencé pour les élections législatives. Elles ont démarré ce dimanche au Sénégal. Une élection décisive pour le PASTEF, le parti au pouvoir qui veut absolument obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Alors face au PASTEF, 3 grandes coalitions d'opposition se dressent et rendent incertain l'issue de ce scrutin qui intervient 7 mois après la présidentielle de mars 2024. Alors quelles sont les forces en présence pour ces élections? Reportage à Dakar de notre correspondant Eliman Dao. Ambiance électrique dans cette enceinte dakaroise de 15 000 places. Le PASTEF a lancé en grande pompe sa campagne électorale par une opération de levée de fonds présidée par Ousmane Sonko, leader du parti au pouvoir. Les militants, chauffés à bloc, se disent confiants pour la victoire dans ces législatives. Le peuple est aux côtés de PASTEF. Le peuple est aux côtés du nouveau régime qui a besoin d'une majorité pour apporter les grandes ruptures. Mais Inch'Allah, am nañ yaakaar bu baax dinañ am majorité bu baax ci biir assemblée bi bu soobee Yàlla. Face au PASTEF, plusieurs grandes coalitions d'opposition se dressent, comme Takku Wallu Sénégal. Celle-ci rassemble 2 anciens partis au pouvoir, l'APR de Macky Sall, le PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade et plusieurs autres partis d'idéologie libérale. L'objectif principal, premier et unique d'ailleurs, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est de pouvoir véritablement arriver à l'Assemblée nationale en force pour restaurer la démocratie sénégalaise. Pousser les nouvelles autorités aujourd'hui sur place, le nouveau gouvernement sur place, à s'occuper principalement des priorités des Sénégalais. Sam Sakadou, l'autre grande coalition d'opposition, est formée autour du maire de Dakar, Barthélémy Dias. Il s'est allié avec le PUR, parti arrivé 3e lors de la dernière présidentielle, et diverses personnalités de l'opposition. Nous nous sommes réunis autour de la coalition Sam Sakadou, un bloc générationnel dont la moyenne d'âge ne fait même pas 40 ans. Nous avons beaucoup de profils enviables et dont les Sénégalais ont besoin pour cette nouvelle législature. On a besoin d'une législature de rupture. Amadou Ba, à 2e lors de la dernière présidentielle, sera également très attendu pour ces législatives. Il va diriger à la coalition d'opposition Jam ak Njariñ. Au total, plus de 40 listes sont en lice pour ces élections. En jeu, les 165 sièges de l'Assemblée nationale. Alors, pour nous offrir son analyse, nous recevons Maurice Soudiak-Dione. Il est professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Bienvenue, professeur. Alors, le but de ces élections est donc pour le président Diomaye Faye, je l'ai dit, d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas un risque politique d'avoir convoqué ces élections ? Oui, en réalité, le président avait besoin d'avoir une majorité parlementaire qui lui permette, adossée à sa majorité présidentielle, de pouvoir dérouler son programme politique. Donc, la Constitution fixait qu'au bout de 2 ans, fixe qu'au bout de 2 ans de législature, il est possible pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est cette opportunité et cette prérogative constitutionnelle que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a utilisée. Et la Constitution prévoit des délais de 60 jours au moins et 90 jours au plus pour organiser ces joutes électorales. Et c'est dans cette perspective-là que la machine a été mise en branle pour cette compétition politique qui va être cruciale, très disputée par plusieurs acteurs politiques pour permettre d'une part éventuellement à la majorité présidentielle d'avoir une majorité parlementaire en plus, mais à l'opposition également de pouvoir compter dans l'échiquier politique, notamment au regard des perspectives de reddition de comptes qui sont annoncées.
Alors, que pensez-vous, dites-moi, du retour de l'ancien président Macky Sall, alors, qui était encore au pouvoir il y a encore 6 et 7 mois, et qui a accepté d'être tête de liste de la coalition Takuwalu? Oui, en réalité, le président Macky Sall a signé son retour comme tête de liste de Takuwalu. Dans l'histoire politique du Sénégal, généralement, les présidents, après la cessation de leurs fonctions, prennent du recul et de la distance par rapport à la chose politique. Le président Sall a accepté de revenir 6 mois seulement après son départ. Il faut dire que certainement qu'il veut compter, avoir une certaine prise et une certaine emprise sur le jeu politique et éventuellement éviter que la reddition de comptes qui est annoncée ne puisse dériver en une règle où souvent il s'est agi de confondre construction hégémonique et lutte contre la corruption ou reddition des comptes. Et c'est peut-être pourquoi le président veut peser de tout son poids dans ces élections pour infléchir les résultats de celles-ci. Alors, par contre, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, est-ce que lui aussi, celui qui est arrivé deuxième d'ailleurs lors de la dernière présidentielle, est-ce que lui aussi, il peut peser dans la balance? L'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui a été le candidat de Benno Bokk Yakaar, a certainement des chances, puisque malgré le fait qu'il a été combattu par son propre camp lors de cette présidentielle, il a eu un score honorable de 35% des voix, des suffrages exprimés. Donc, il garde toutes ses chances. Et puis, il faut dire aussi que l'opposition a eu à mettre en place une stratégie qui est fort judicieuse au regard du scrutin majoritaire à un tour au niveau des départements, ou avec une seule voix de différence, on remporte tous les sièges. Donc, on a cette intercoalition entre les grandes coalitions de l'opposition, notamment entre Takuwalu, dirigé par le président Sall, et Sam Kadou, dirigé par le maire Barthélémy Diaz, et avec le soutien de la coalition Jàmm ak Njariñ de Amadou Ba, mais seulement au niveau de la région, au niveau du département de Dakar. Tout cela montre que ces élections seront très disputées et que Amadou Ba, à travers les intercoalitions, mais également à travers sa capacité à mobiliser ses suffrages obtenus lors de la dernière présidentielle, garde également des chances fort appréciables. Alors, ce vendredi 25 octobre, le président Diomaye Faye s'est adressé à la nation. Il a appelé à l'apaisement à l'approche de cette campagne électorale. Alors, quelle est l'ambiance dans le pays en ce moment? Il y a une ambiance bon enfant, une ambiance festive qui est celle d'une élection, mais aussi disputée que les législatives qui auront lieu le 17 novembre. Mais je pense que il faut qu'on revienne à l'essentiel et les acteurs sont dans cette perspective. L'essentiel, c'est que les différentes listes, les différentes coalitions puissent battre campagne comme cela se doit et que la sécurité des uns et des autres soit assurée pour que le peuple sénégalais puisse, en dernière analyse et en dernière perspective, trancher le contentieux entre les différents protagonistes du jeu démocratique. Merci beaucoup Maurice Odiek-Dione, merci beaucoup pour votre analyse. À présent, le temps est venu de discuter de justice réparatrice. En tout cas, c'est la conclusion du dernier sommet du Commonwealth qui réunissait ses 56 membres aux îles Samoa. Un sommet houleux sur l'héritage de l'esclavage et de l'Empire britannique. De nombreuses nations d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique souhaitent que le Royaume-Uni et d'autres puissances européennes versent une compensation financière pour l'esclavage. Clémence Valère revient sur ce sommet. C'était un sommet tendu et houleux, avec le colonialisme anglais et l'esclavage à l'ordre du jour. Pendant 2 jours, les représentants des 56 pays membres du Commonwealth ont débattu longuement sur l'un des aspects les plus sensibles de leur passé commun. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note des appels à une discussion sur la justice réparatrice en ce qui concerne la traite transatlantique des esclaves. Il a été convenu que le moment était venu d'engager une conversation sérieuse, sincère et respectueuse en vue de forger un avenir commun fondé sur l'équité. En 4 siècles, environ 10 à 15 millions d'Africains ont été réduits à l'esclavage selon les historiens, même si le bilan humain exact reste inconnu. De nombreux pays réclament une compensation financière ou des excuses publiques de la part du Royaume-Uni et des autres puissances coloniales. Pas question, a répondu Londres.
Selon le Premier ministre britannique, Keir Starmer, les pays du Commonwealth sont davantage intéressés par la réforme des institutions financières ou le changement climatique. Je tiens à préciser que depuis 2 jours que nous sommes ici, aucune des discussions n'a porté sur l'argent. Notre position est très claire à cet égard. Pour sa part, le roi Charles III s'est abstenu de tout commentaire, appelant les membres du Commonwealth à rejeter le langage de la division. Le débat n'est pas clos pour autant. La nouvelle secrétaire générale du Commonwealth, la ministre ghanéenne des Affaires étrangères Shirley Ayorkor-Botchwey, compte bien dédier son mandat de 4 ans à la question des réparations de la traite d'esclaves. Au Mali, après des organisations de défense des droits humains, c'est au tour d'un membre d'un regroupement qui réclame le tour à l'ordre constitutionnel de demander la libération de 11 opposants en prison depuis 4 mois. Les explications de notre correspondant régional Serge Daniel. Depuis plus de 4 mois, 11 opposants sont en prison sur le territoire national, dans différentes prisons. Il est reproché d'avoir tenu une réunion politique non autorisée. Aujourd'hui, un de leurs camarades opposants leur apporte son soutien et demande leur libération. Docteur Modibo Soumaré. À ce moment où je vous parle, je considère que mes camarades qui sont à Kenyoroba, qui sont à Djouila et qui sont à Koulikoro sont là-bas justement pour leur opinion, parce que je suis convaincu que ces camarades-là n'étaient dans aucun complot. J'en suis convaincu, j'ai l'ordre du jour, j'ai les documents, il n'y a rien d'atteinte à la sûreté de l'État. L'opposant Soumaré ajoute que sur le territoire national, aujourd'hui, depuis que la junte est au pouvoir, les libertés fondamentales semblent être remises en cause. Ce mardi, la Cour d'appel de Bamako, de son côté, va se pencher sur une nouvelle demande de libération provisoire des 11 détenus. Les regards sont tournés vers cette cour. Les avocats des hommes politiques se disent confiants pour une suite qui sera donnée à ce dossier. Direction la Sierra Leone à présent qui mise sur ses mangroves pour sauver Freetown de la montée des eaux. La mairie a lancé un programme de reboisement de ces marais dans les communautés menacées par les inondations. La mangrove permet en effet de lutter contre l'avancée de la mer en créant une zone tampon, en plus d'être favorable à la reproduction des poissons. Aminatou Diallo a rencontré quelques bénévoles de ce projet. Plusieurs dizaines de volontaires se sont mobilisés à Ojukwu, à l'est de la capitale Freetown. En une semaine, ils ont planté 80 000 palétuviers, des arbres qui poussent dans les eaux saumâtres et qui forment la mangrove, un écosystème indispensable contre les aléas climatiques et qui, en même temps, sert de nurserie aux poissons. Dans cette communauté de pêcheurs, la plantation nourrit des espoirs. Écoutez. Sur le marché, nous avons une pénurie de poissons et les prix sont très élevés. Avec cette restauration, cela stimulera l'industrie de la pêche et permettra également de traiter l'aspect climatique en Sierra Leone pour réduire les effets de la hausse des températures dans les zones côtières. La plantation sécurise nos espaces de vie et la mer, car sans cette mangrove, nous aurions des inondations. À terme, l'initiative prévoit de planter près de 300 000 arbres. Le plus important est que chaque arbre a une identité unique. Chaque arbre ici est traqué. Il y a des différents éléments dans l'infrastructure pour s'assurer que les arbres sont plantés, que les informations sont téléchargées dans une base de données, qu'elles sont suivies. Et ces informations sont continuellement mises à jour pour que nous puissions construire un avenir durable pour la végétalisation de notre ville. Ces 30 dernières années, la Sierra Leone a perdu près d'un quart de sa mangrove. Allez, un mot de sport avec ce record du monde du semi-marathon battu par l'Éthiopien Yomi Kelchelja à Valence en Espagne. Alors un record battu d'une petite seconde. L'exploit a été réalisé sous la pluie avec un temps de 57 minutes 30 secondes. Le tenant du précédent record était l'Ougandais Jacob Kiplimo qui datait déjà d'il y a 3 ans. Et voilà. Et voilà, on vient d'assister à son arrivée. On dit d'eux qu'ils sont habituellement amicaux avec les humains. Et aujourd'hui, des phoques du Cap en Afrique du Sud se montrent agressifs. Des baigneurs avaient même été récemment attaqués sur une plage.
On vient de trouver la cause, une épidémie de rage. Il pourrait s'agir de la première épidémie significative de ce virus chez les mammifères marins. Reportage au Cap, Caroline Dumais, Tom Canetti et Stéphane Carstens. Plus de 2 millions de phoques vivent au large des côtes sud-africaines. Ces animaux attirent les touristes. Mais l'année dernière, certains ont commencé à agir de manière agressive et à attaquer les nageurs sur la plage. Cette chercheuse qui étudie les phoques depuis 5 ans a remarqué un changement de comportement au sein des colonies du Cap. Elle a décidé de prélever des échantillons sur des carcasses et a été la première à détecter la rage chez un animal marin. Quand nous voyons un animal que nous soupçonnons d'avoir la rage, c'est en général un animal particulièrement agressif. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'il y a une transmission de la rage d'un phoque à un autre. Du coup, ce qui nous inquiète, c'est que les phoques transitent d'une colonie à une autre. Le seul moyen de confirmer qu'un phoque est porteur du virus de la rage est de tester des échantillons de son cerveau. Alors, pour traquer le virus, ce vétérinaire autopsie des têtes de phoques depuis le mois de mai. C'est une véritable préoccupation d'un point de vue écologique, car c'est une maladie qui n'a jamais été observée dans un système marin à cette échelle. Donc il y a une quantité énorme d'inconnus sur son impact sur le reste de l'écosystème marin, mais aussi d'un point de vue de santé publique, c'est un virus extrêmement dangereux. Alors que les touristes affluent au Cap pour la saison estivale, les autorités locales se disent impuissantes. Elles ne peuvent pas éradiquer le virus. Nous ne parvenons pas à éliminer complètement le virus de la population de phoques. On espère qu'il va finir par disparaître lentement, mais nous devons mettre en place un plan d'action qui prend en compte la rage comme élément à part entière de l'écosystème de la population de phoques. La rage est une maladie presque toujours fatale pour les humains. Heureusement, il n'y a pas eu de cas de transmission de phoques aux humains. Et puis, clap de fin pour la Fashion Week de Lagos. On se quitte sur ces images de ce rendez-vous devenu incontournable qui célèbre le style, la mode et la culture africaine. Cette édition a mis en avant la diversité avec notamment des mannequins, vous le voyez, de toutes les tailles. Et évidemment, parmi les nombreux créateurs, on retrouve la Sénégalaise Adama Paris, la créatrice malienne Awa Meite ou encore le Nigérian Atafo. Et voilà, la mode pour refermer ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24.